Je me tourne vers Raquel Garrido qui vient d'arriver, députée de la France Insoumise du département de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà. Bon, quel après-midi de tension. Je pense que c'était un des moments les plus saillants de l'histoire parlementaire depuis l'élection du deuxième mandat de Macron. Là, c'était... on y était cet après-midi. J'ai vu les prises de parole enflammées des parlementaires de la gauche. Un jeune de chez vous qui s'appelle Andy, qui avait une algarade avec le ministre de l'Intérieur. C'était assez puissant. Bon, un débat assez idéologique à la française comme on l'est. Vous savez que ce soir, il y a eu le dépôt par Mathilde Panot d'une... Qu'est-ce qu'elle a fait ? Saisie au Conseil constitutionnel. Elle a saisi le Conseil constitutionnel, mais pourquoi ? C'est le président, c'est le gouvernement eux-mêmes qui dit qu'il y a des aspects de cette loi qui n'est pas constitutionnelle. Donc, la moindre des choses, c'est qu'on saisisse le Conseil constitutionnel. Mais au-delà de la bagarre qui continue... Attendez, d'abord, je voudrais vous dire à quel point je suis déçue, à quel point je suis triste, à quel point j'ai le goût âcre de la défaite. Parce que ce soir, on a parlé d'allocation logement, on a parlé d'accès aux soins. Et ce soir, avec l'adoption de cette loi, il n'y a pas un seul Français qui va être mieux soigné ou mieux logé. Tous ces gens-là qui passent leur temps à dire que les immigrés prennent trop sont les mêmes qui réduisent aussi les droits pour les Français. En ce qui concerne les APL, rappelez-vous, c'est Macron qui, en octobre 2017, a commencé son mandat en enlevant 5 € d'APL à tout le monde. Au budget 2019, ils ont enlevé 1,1 milliard d'euros pour les allocations logement. De toute façon, ces soi-disant amis d'un soir, de toute façon, évidemment, ils n'aiment pas les étrangers, ça on le sait, mais qui peut croire une seule seconde que c'est au bénéfice des Français ? Ce sont les mêmes qui votent les budgets de coupe sombre pour l'éducation, pour l'hôpital, pour tout. Donc là, je vais vous dire, je suis dans un état tellement déçu parce que, bon, vous savez, vous me connaissez, Eric, je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans, je suis immigrée, je suis devenue française seulement à l'âge de 25 ans. Et vous voyez, moi, j'ai un parcours dont je suis fière, vraiment, je suis fière. C'était pas écrit que je sois députée de la France. J'y crois à ce modèle. J'y crois à cette idée qu'on fabrique du commun et qu'on est capable d'avoir une patrie républicaine. Et bien là, ce soir, j'y crois encore, vous voyez, j'y crois encore. Et je dis aux gens, peut-être certains nous regardent à la maison avec beaucoup d'amertume et déception, et je leur dis, il faut continuer d'y croire. Et parce que ce modèle-là, qui nous jette les uns contre les autres, de toute façon, ne peut pas être un modèle qui, au final, grandisse notre pays. Nous sommes une nation qui ne peut s'améliorer que dans la fédération de nos intérêts, dans la lutte commune pour l'avancement. Beaucoup de gens, Raquel Garrido, reprochent aussi à la gauche de ne pas avoir été soucieuse de se positionner sur cette question cruciale de la maîtrise des flux migratoires, alors que des Français tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps, alors que vous êtes la première à dire « Mais comment se fait-il que les électeurs du Parti communiste soient partis depuis 30 ans voter pour Marine Le Pen ?» Vous auriez pu, comme la gauche danoise, vous emparer de ce sujet, sans en faire un sujet épouvantablement tabou. Maîtriser les flux migratoires, c'est pas un tabou. Il y a des gauches en Europe, il y a des social-démocraties. On a compris que c'était pas tabou, c'est même... Alors pourquoi vous n'en parlez pas ? Un sondage il y a 2 ans disait que 52% de vos électeurs, la France Insoumise, considéraient qu'il y avait trop d'immigrés en France. C'est fou, mais c'est vrai, je l'ai lu, je m'en souviens. Écoutez, Éric Brunet, s'il y a des insoumis qui pensent ça à la maison, mais je leur dis qu'ils ont tort, qu'ils ont été intoxiqués par des gens comme vous, qui du soir au matin leur font croire, tous autant que vous êtes, leur font croire qu'ils se lèveront mieux le matin avec plus de droits si les étrangers accédaient moins à la santé, accédaient moins au logement, accédaient moins à l'emploi. Ce qui est factuellement faux. Même sur les questions de sécurité. Je vais vous dire, les questions de sécurité qui étaient la porte d'entrée de Darmanin à l'aube de cette discussion. Déjà, ça fait 15 mois qu'ils essayent de nous en parler alors qu'on se battait contre la loi retraite. Même sur les questions de sécurité, ça n'est pas vrai. Par exemple, vous prenez les homicides, les féminicides. Nous, les femmes, nous avons 80%
de plus. Voilà, il y a 80% des femmes sont tuées par des Français. Nous avons plus de 50% des féminicides, des homicides de femmes sont dans l'environnement familial. Nous ne sommes pas menacés par des étrangers, nous sommes menacés par nos proches. Ah, mais ça, soudainement, ça n'intéresse plus personne. Quand on donne les chiffres, les vrais chiffres de l'insécurité, quand on donne les vrais chiffres de l'insécurité, là, vous passez tous à autre chose. Et là, on vous a largement laissé parler. Voilà. On vous a laissé parler largement. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume Roquette? Oui, c'est intéressant parce qu'en matière de sécurité, on peut choisir les chiffres qu'on veut. Et effectivement, ce qu'on appelle les féminicides, on le sait, ce sont des drames qui interviennent avant tout dans un cercle familial. Et donc, bien sûr, vous n'avez pas l'immigration. Mais lorsque donc c'est bien de le dire. Donc la chasse aux immigrés ne résout pas le problème du meurtre des femmes. Dites-le. Je réponds simplement là-dessus. J'ai l'impression que vous dites le contraire. Est-ce que vous voulez que je vous sorte tous les autres chiffres qui montrent la surreprésentation des étrangers dans la criminalité en France? Ces chiffres sont bien connus. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, et je vous le dis sans aucune ironie, madame, on a envie d'être d'accord avec vous quand vous nous parlez de votre parcours. Le problème, c'est que vous savez bien, aujourd'hui, pourquoi les Français ont une telle réticence par rapport à l'immigration. Ce n'est pas à cause de parcours de femmes exemplaires comme vous, c'est parce que vous avez une partie de l'immigration qui est une immigration musulmane, communautarisée, et que nous avons tous les jours des problèmes d'intégration avec eux. Et je pense que si la gauche aujourd'hui est en difficulté, c'est parce qu'elle a oublié ça. Elle n'a pas voulu voir ça, parce que les premières victimes de ça, c'est les gens des quartiers populaires. Vous avez compris que l'étape d'après, c'est de faire des lois qui disent que les musulmans n'ont pas le droit à certaines choses. Vous avez mis le doigt dans quelque chose, là, les macronistes, j'espère que vous avez compris ce que vous avez fait ce soir. Nous ne faisons pas des lois. C'est insatiable. C'est insatiable. Un jour, ils vous disent qu'ils s'en prennent aux sans-papiers. Après, ils vous disent qu'ils s'en prennent aux Français de papiers de parents étrangers. Après, ils disent qu'ils s'en prennent aux musulmans. Tout ça pourquoi? Pour ne jamais résoudre le problème. Parce que c'est vous qui avez détruit l'hôpital. Vous avez détruit l'école publique. Vous avez baissé les salaires des gens. Vous avez rendu misérables les Français. Et parce que vous ne supportez pas la responsabilité politique, vous êtes dans une sorte d'impunité dégueulasse, vous en prenez à des boucs émissaires que nous sommes. Alors, voilà la vérité. Bon, Raquel Garrido. C'est que vous faites honte comme gouvernants. Vous êtes des gouvernants de la honte. Vous ne pouvez pas assumer vos propres échecs. D'abord, Valérie Boyer n'est pas aux affaires. Vous avez besoin de l'extrême droite. Vous avez besoin de faire des lois avec l'extrême droite parce que ce soir, ça a été dit, je crois que vous l'avez dit, Eric Brunet, arithmétiquement, ce soir, si l'extrême droite est d'accord, bon, les amis, en même temps. Écoutez, honnêtement, c'est insupportable de recevoir des leçons d'un soutien de Mélenchon. Enfin, moi, qui est complètement sorti de l'arc républicain. Même si vous êtes il a quelques petits problèmes avec Jean-Luc Mélenchon. Même si vous êtes puni par les mélenchonistes, voilà. Même si ou frondeuses ou punis, tout à fait franchement, je crois que le sujet en France, il est gravissime sur le plan humain. Moi, s'il y a une chose que je peux partager, c'est que quand on voit nos trottoirs, quand on voit nos aires d'autoroute, quand on voit les squats, etc., on voit des étrangers en situation irrégulière. Ils sont pratiquement, tous les criminologues le disent, ils sont venus à 90%, pour pas dire 100%, via des passeurs, c'est-à-dire les plus grands criminels du monde. Donc si on ne donne pas un signal en disant ce n'est plus possible aujourd'hui de continuer de cautionner ce trafic d'êtres humains, je pense qu'on est aussi coupable de ne pas mettre fin à ces abominations. Et ça, moi franchement, ça fait des années que je me bats sur ce sujet. Donc cette immigration, elle fait souffrir tout le monde. Elle fait souffrir les pays d'origine. Madame, je voudrais, s'il vous plaît. Alors là, il n'y a pas de problème. Parce que cette hypocrisie de la bourgeoisie qui passe son temps à s'appuyer sur les immigrés pour s'occuper de ses parents, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son ménage, s'occuper de ses courses. Et après, vous venez là en disant que les aires d'autoroute sont sales. My God. Mais bien sûr, ça n'est pas un Français. Ça n'est pas un Français de souche qui a jeté sa canette par la fenêtre ou qui a jeté son mégot. C'est forcément un étranger. Je disais que justement sur les bords d'autoroute, c'est vous qui devriez y avoir honte. Sur les bords d'autoroute, qu'est-ce qu'on a? On a des pauvres personnes qui sont des clandestins, qui sont là, qui sont la proie des passeurs. Et moi, je ne peux pas me résoudre à ça. C'est votre grand cœur, c'est votre grand cœur qui vous pousse à être comme ça sur une politique aussi détestable à l'égard des Français. Valérie Boyer. Le petit commissaire du peuple sur les bourgeois, c'est bon. Non, en revanche, ce que je trouve absolument le charme discret de la bourgeoisie, Valérie.
aussi. Oui, mais j'aurais adoré être une vraie bourgeoise, mais c'est pas mon cas. Donc, parce que j'ai travaillé toute ma vie depuis l'âge de 17 ans, et justement, moi, je suis contre. Oui, mais enfin bon. Donc ça va. Ça vous va bien de mettre les gens, de plonger les gens dans la misère sans soins, sans pouvoir se loger. Ça vous gêne pas. Vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri. Il faut se calmer. Non, mais vous votez des lois qui jettent des gens dans la pauvreté, dans la misère, dans la mort. C'est ça que vous faites. Oh non, c'est pas possible. Mais vous, ça va, vous rentrez chez vous ce soir, c'est dans un lit douillet. C'est bon, ça suffit. Bah oui. Mais non, voilà, en revanche, je suis contre l'ubérisation de la société, je l'ai toujours dit. Et effectivement, quand j'entends des personnes de gauche ou de droite dire c'est des étrangers qui me font mon ménage, moi je trouve ça insupportable. C'est insupportable. Je ne suis pas voilà, c'est faire députer, par exemple, comme moi. Madame, les étrangers sont surreprésentés dans le chômage aujourd'hui. Je parle en situation irrégulière. On a 560 000 étrangers inscrits à Pôle emploi. Les étrangers sont au double au chômage que les Français. Donc à un moment donné, on a quand même une grosse difficulté. Je vous pose une question très honnête. S'il y avait 0% de chômage, je vous pose une question théorique. S'il n'y avait pas du tout de chômage et tous les Français avaient un travail, est-ce que vous seriez pas... Allez, Raquel. Mais non, la parole à madame, c'est pas le sujet. Si, c'est le sujet, puisque d'après vous, c'est votre grand argument. L'immigration aujourd'hui fait souffrir tout le monde. Non. Fait souffrir tout le monde. Non, parce que vous ne pouvez pas dire ça par rapport aux immigrés qui sont, comme tout le monde, des travailleurs, madame. Parce que vous êtes insupportable. Les personnes qui arrivent dans les mains des passeurs, les personnes qui sont chassés de leurs endroits, ça a été des endroits où ils habitent parce qu'ils ne supportent pas ce mode de vie, parce qu'ils sont obligés de partir. Et je pense que ça fait aussi souffrir les pays d'origine, puisque vous savez très bien qu'ils se cotisent très chèrement pour faire partir des personnes et se servent de ces personnes comme des hameçons pour qu'ils arrivent. Donc, à un moment donné, je pense que lutter contre le trafic d'êtres humains, ça fait aussi partie de nos missions, et que quand on rend un pays moins-disant sur le plan de l'accueil, eh bien, je pense que à ce moment-là, on fait en sorte que notre pays soit moins attractif. Edwige Diaz. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas très attractif, madame. Juste un point, pardon. S'il y a bien un point sur lequel les chercheurs sur ces données-là sont précis, c'est que les immigrés ne viennent pas en France après avoir fait une comparaison en benchmarking des avantages sociaux. C'est n'importe quoi. Ils y viennent. Si, c'est ce qu'elle vient de dire à l'instant. C'est ce qu'elle vient de dire à l'instant. Moi aussi, je dis ça. C'est ce qu'elle vient de dire. Je dis ça. Bien sûr, il y a un système de santé. Mais non, mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est faux. J'y peux rien. C'est pas comme ça. Formidablement accueillant. Mais c'est pas ça. Ils y viennent parce qu'ils ont une communauté, une diaspora. Mais c'est pas plus. C'est pas notre modèle. Moi, il faut parler avec. Moi, je parle beaucoup d'un tropisme africain très développé. Je parle beaucoup avec des Africains de façon très désinhibée. Et c'est vrai qu'il ne faut pas un benchmark, comme vous dites, scientifique, comme quand on sort d'une école de commerce. Mais en revanche, ils connaissent à peu près bien la réalité sociale de la France. Ils savent ce que c'est que le système des APL, etc. Et puis par ailleurs... Mais même moi, je ne sais pas la différence entre un APL, ALS, ALF, vous savez-vous? Pourtant, mais n'importe quoi. Alors, non, mais je sais ce que c'est que les APL. Non, pardonnez-moi. Mais laissez-moi terminer. Et par ailleurs... Personne ici n'est capable de m'expliquer dans la C'est pas le sujet. les conditions d'accession aux APL, aux ALS, Si, quand vous avez... Et par ailleurs, ils ont une communauté d'amis, de famille qui est... Peut-être allez voir bon, madame. Non, mais là, les amis, on est en train de se perdre. Assumez qu'on ne soit pas en plus en train de vous féliciter. On est en train... Ce débat est en train de se perdre à cause de Raquel Garrido, qui nous entraîne très loin. Imaginez ma révolte. Mais madame, il ne fallait pas voter dans ces cas-là la motion de rejet de cette loi. Pourquoi? Mais n'importe quoi. Parce que du coup... Il y aurait eu, quoi qu'il arrive, une CMP. Alors ça, c'est la plus grosse fake news de la semaine. Ça, c'est une fake news macroniste. Pardonnez-moi, lisez le règlement de l'Assemblée nationale. S'il n'y avait pas eu de motion de rejet en début de semaine, il y aurait quand même eu à la fin une CMP dans laquelle le pouvoir de négociation de la droite sénatoriale aurait été absolument identique. Je pense, madame, que le rapport de force n'aurait pas été le même. Exactement. Parce que non, l'arithmétique était pareille. L'Assemblée nationale et Gérald Darmanin s'est trouvé gravement fragilisé par le refus de la droite et de la NUPES, enfin et de la gauche en général d'ailleurs, de voter cette loi, et que du coup, la droite, selon
dont je me réjouis, a été en position de force au Sénat. Elle l'était arithmétiquement, pas du fait de la motion de rejet par la gauche. Edwige Diaz soit avec nous quand même quelques instants, parce qu'elle est dans ce débat, elle n'a pas dit un mot depuis une demi-heure. Non, on n'a pas un moment qu'elle n'a pas parlé, Edwige Diaz. En fait, j'hésitais à vous demander la parole, parce qu'au moins, on a l'illustration parfaite sur ce plateau de la caricature que vous représentez, Madame Garrido, l'attitude violente, insultante, désinvolte, méprisante que vous adoptez ce soir, et c'est exactement la même que vous adoptez à l'Assemblée nationale, où vous n'êtes là que pour gesticuler, brailler, vociférer, insulter et raconter n'importe quoi. Parce que là, précisément, vous avez raconté n'importe quoi. Vous êtes quand même venu nier qu'il existe un lien entre insécurité et immigration. Absolument. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Moi, je vais vous dire qu'il y a en effet une surreprésentation d'étrangers dans les actes de délinquance. Il suffit de regarder dans les transports en Île-de-France, par exemple, 63% des violences sexuelles commises à l'encontre de ceux qui prennent les transports, sont le fait de délinquants étrangers. Quel chiffre vous avez dit? 63%. Ok, les chapardeurs dans le métro. Moi, je vous parle des morts, des homicides. Allez en prison. Ça vous intéresse, les homicides parlementaires. Vous pouvez aller en prison et vous verrez que tous les directeurs de prison vous diront que plus de 25% de la population carcérale est composée de personnes étrangères. Et même si vous gouvernez, je pense qu'on peut monter à 100%. Très sincèrement, mais madame, je vous parle des homicides, mais en même temps, des féminicides. Ça vous intéresse ou pas? C'est pas étonnant que vous soyez du côté des délinquants. Parce que c'est ça, en fait, vous êtes du côté des délinquants. Et moi, j'aurais honte d'être à l'Assemblée nationale et de scander à côté de gens qui parlent de la police. Vous êtes pour les criminels qui tuent les femmes. Alors, si je suis votre raisonnement, vous êtes du côté des tueurs de femmes qu'ils ont élus. Vous savez, moi, j'ai hâte d'être au moment des élections européennes. Je crois que vous êtes en dégringolade dans les femmes. Mélenchon est la personnalité politique la plus détestée des Français. C'est normal. Et du coup, il peut vous dire merci parce que votre comportement ce soir a prouvé que vous n'étiez pas digne de la confiance des électeurs. Madame, les électeurs, s'ils pensent qu'ils vont être protégés par des gens comme vous, se trompent. De le penser. Se trompent parce que vous venez faire la démonstration ce soir que vous en fichez complètement, par exemple, des crimes contre les femmes. Vous vous en fichez du droit au logement pour les Français. Vous en fichez du droit à la santé pour les enfants. Madame, vous avez voté à chaque fois quand on a proposé, par exemple, l'augmentation du SMIC, vous avez voté contre. Vous votez à chaque fois avec les macronistes. 42% des votes avec les macronistes. Comme ce soir. Comme ce soir. Ce soir, la France vous a vu. Aujourd'hui, vous êtes le supplétif de Macron. Raquel Garrido, Raquel, vous pouvez pas faire ça. On s'entend pas. Les gens zappent. Après, c'est mon émission qui en souffre. Et je vais être viré demain matin parce que il y aura pas de téléspectateurs. Pensez à mon avenir. Il y en a qui vont vraiment être virés, monsieur Brunet. Il faut juste, pardon, il y a notre journaliste qui nous attend sur place. Dans un instant, je vous redonne la parole juste après, c'est promis. On fait juste un détour par l'Élysée pour retrouver nos journalistes Mélanie Ravier et Audrey Legray. Bonsoir à toutes les deux. Alors, on l'a appris tout à l'heure, Emmanuel Macron va prendre la parole demain. Est-ce qu'on en sait plus sur sa prise de parole ? Absolument, Emmanuel Macron va prendre la parole demain, c'est confirmé ce soir. On ne connaît pas encore la nature de cette intervention, on ne sait pas si ce sera une interview ou bien une allocution, mais on sait qu'elle est nécessaire puisque cette loi immigration a secoué les sensibilités au sein même du gouvernement. Certains ministres ont parlé de démissionner si la loi était adoptée. Tout à l'heure à l'Élysée s'est tenue une réunion entre Elisabeth Borne et les cadres de la majorité, puisque cette majorité est divisée. Nous avons 59 députés qui jugent que le texte est trop à droite et qui ne l'ont pas voté. Ils ont voté contre ou bien ils se sont abstenus. Beaucoup regrettent aussi le vote du Rassemblement national. Emmanuel Macron rendra donc compte de cette soirée ainsi que de l'adoption de cette loi immigration auprès des Français demain lors de sa prise de parole. Merci beaucoup. Mais je peux vous dire une chose, c'est que le désordre qui se déroule sur ce plateau est, à mon avis, le reflet d'une tension palpable, politique, consécutive au vote sur cette loi. Oui. Après, chacun a son avis, les passions s'enchevêtrent. Prenons un peu de hauteur par rapport à tout ça, mais considérons que c'est un événement politique qui bouleverse, déchaîne des passions, satisfait certains, etc. J'ai une information que je voudrais vous donner avec le plus énorme des conditionnels.
On me dit que le ministre de la Santé aurait présenté sa démission. Vous avez entendu cette rumeur également? J'ai lu la même chose que vous. Vous avez lu la même chose que moi? Oui. Je vous le confirme. Vous le confirmez? J'ai grand chose. Oui. Darmanin aussi. Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même une fronde qui s'organise. C'est pas un député, c'est un ministre quand même, Edwige Diaz. Mais c'est sûr. C'est un directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Voilà. Et puis? Donc Aurélien Rousseau, donc directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, devenu donc ministre de la Santé, qui ce soir démissionne. Donc cela montre bien que quand je vous alerte sur la gravité des décisions qui ont été prises ce soir par la Macronie sous l'influence de l'extrême droite, ce n'est pas une invention insoumise. Raquel Garrido a petite raison. C'est peut-être le retour de la droite et de la gauche, n'en déplaise à Loïc Signor. Je pense que ce serait une bonne chose. Qui va se battre pour maintenir la cohésion, mais ça va pas être simple. Je me permets juste de vous dire que je suis pas d'accord avec vous, cher Éric Brunet. Sur quoi? Il n'y avait pas de désordre tout à l'heure. On parlait de façon totalement civilisée. Je parlais des passions. Non, on n'est absolument pas d'accord entre nous, mais nous arrivions à parler. Et on peut avoir de la passion, mais on n'est pas obligé de s'injurier et de poser des anathèmes. Et moi, je voudrais revenir sur la question justement de la sécurité et des homicides. Ça fait plusieurs fois, j'ai posé plusieurs questions écrites et j'en ai posé une ce matin, une question orale sans débat au Sénat, justement pour qu'on ait des statistiques. Je demande des statistiques sur les attaques à l'arme blanche. Il y a quelque temps, Le Figaro avait sorti un excellent article parce qu'il y avait des statistiques de l'INSEE. Qu'a fait Emmanuel Macron? Il a supprimé l'observatoire qui arrivait à décompter ces attaques à l'arme blanche. Donc je redemande ces chiffres, qui disait 120 attaques au couteau par jour. Mais elle date de quelques années. Je n'ai toujours pas ces renseignements. Et quant à ces homicides et tentatives d'homicide, ce que je voudrais, ce que j'ai demandé dans plusieurs propositions de loi, dans plusieurs prises de parole à l'Assemblée nationale, c'est que je voudrais que nous ayons une monographie de ces homicides et de ces tentatives d'homicide, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne les violences conjugales et les féminicides, je souhaiterais qu'on mette en place le name and shame, c'est-à-dire qu'on voit la tête de la personne, à l'américaine, de l'homme. Oui, parce que c'est insupportable. C'est-à-dire que l'on trouve sur Internet le visage des violeurs, qui pourraient avoir exécuté une peine de prison et qui pourraient vivre à côté de chez vous. C'est ça le name and shame. Je parle des tueurs, et notamment dans le cas de violences conjugales, parce qu'on a des chiffres qui ne baissent pas. Ça ne cadre pas tellement avec les fondamentaux de la loi française. Le name and shame, c'est pas très français. D'ailleurs, c'est pour ça que ça apporte un nom anglo-saxon. Donc pourquoi? Parce qu'on n'avance pas sur ces sujets. Et on n'avance pas assez vite, on n'avance pas assez loin. Donc ces éléments-là, il faut les donner. Et le minimum du ministère de l'Intérieur aujourd'hui, ce serait de nous informer sur ces fameuses attaques à l'arme blanche. Donc ce sont des sujets qui nous préoccupent, ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons, mais malheureusement, nous sommes privés de ces informations. Bien, merci. Il est l'heure d'aller se coucher, Eric. Merci. Nicolas Davenac, vous aurez le mot de la fin. Oui, c'est 10 €, c'est comme vous voulez. Si ça se confirme, la démission du ministre de la Santé, c'est un événement politique important. Je veux dire, parce que ça acte vraiment peut-être Clément Beaune aussi, ça acte d'un changement politique, d'une rupture politique au sein de la majorité qui se dessinait, mais qui n'était pas actée encore. Donc cette fois-ci, là... Je voudrais le remercier, Aurélien Rousseau, ainsi que les 60 députés qui ont manqué ce soir à la Macronie. Les 60 députés macronistes de la majorité qui sont pas venus voter pour cette loi, parce qu'elle me donne un petit espoir encore. Voilà, elle me donne un petit espoir sur le fait que nous pouvons reconstruire ce pays sur des bases républicaines, sur l'aspiration à ce que nous sommes capables de voir notre semblable. Merci beaucoup.